Wesh YouTube, comment vas-tu? Je te retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard, oui, je sais. Ces dernières semaines, ça a été très compliqué de filmer, de trouver le temps, de m'organiser. Donc désolée parce que j'ai pas été hyper régulière, mais je suis là aujourd'hui pour te parler de mes dernières lectures. Pareil que pour les précédents, j'ai lu quoi? Ce ne sont ici encore une fois que des lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Et ce sont les dernières puisque ça y est, j'ai fait le tour, j'ai fini mon Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu tous les livres qu'il y avait sur ma liste, je pense. Et donc je suis plutôt contente. Bref, on commence tout de suite. Tout d'abord, je vais te parler du fort intérieur et de la sorcière de l'île Moufle de Stella Benson. Je n'ai pas noté le traducteur, mais je te le mets juste là. J'ai mis à ce texte un 4 sur 5, j'ai été absolument ravie de le lire. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir le travail de Stella Benson parce que c'est quand même une figure assez importante du féminisme de ces années-là. En plus, son travail revient souvent comme étant les prémices de cette espèce, tu sais, de fantaisie caricaturale qu'on retrouve aujourd'hui chez un Neil Gaiman ou encore un Terry Pratchett. Et moi qui suis très sensible à ces deux auteurs, il fallait que je lise Stella Benson. Et je te dis, cette fantaisie caricaturale complètement comique, avec un humour absurde, je l'ai complètement retrouvé ici et vraiment c'est quelque chose que j'ai adoré dans ce récit. C'est assez difficile d'ailleurs de te dire de quoi parle ce livre parce que c'est plus une espèce d'enchaînement de scénettes plutôt qu'une véritable histoire avec un début et une fin. On n'a pas vraiment de but à cette histoire, on avance mais on sait pas vraiment où on va. Mais pourtant ça fonctionne tout à fait. Globalement, je vais te dire que ce livre s'ouvre en pleine Première Guerre mondiale où Sarah Brown, l'une des personnages phares de ce roman, tombe sur Harold, un balai magique. Elle va alors se sentir hyper concernée par le sort de Harold et va absolument vouloir le rendre à sa propriétaire. C'est alors qu'il va la conduire sur l'île Moufle, dans une drôle de maison qui s'appelle le Fort Intérieur. Je t'ai dit, c'est plutôt une succession de scénettes où on suit comme ça plusieurs personnages dans ce contexte social et politique qui est quand même très pesant parce qu'on est en pleine guerre mondiale, qu'il est vraiment question de richesse, de pauvreté, de place dans la société, de rôle qu'on tient à avoir dans ce conflit. Et puis c'est pas anodin, tu l'as bien vu, cette maison où Sarah Brown est amenée s'appelle le Fort Intérieur. C'est un lieu bizarre où tu te replies un peu du monde, mais où tu essayes de t'ouvrir à toi-même. Tout ça, je t'ai dit, sous fond de comique, d'absurde, et ça fonctionne vraiment à merveille. Et je te dis, malgré ce côté justement très comique et décalé, on sent que énormément de sujets sont abordés, on sent que c'est une femme qui a des choses à dire sur plein de choses. On parle bien évidemment de féminisme, de conditions de la femme dans tout ce contexte-là. Et on parle bien évidemment de guerre, d'idéal, de société, mais de ce que sont réellement ces sociétés. Et ouais, j'ai trouvé ça, je te dis, très subtil, très finement fait, ça m'a beaucoup plu. Tout simplement, très honnêtement, on n'est pas sur une lecture qui va me marquer toute ma vie. Mais tu l'as compris, j'ai passé un très très agréable moment. J'ai beaucoup aimé encore une fois toutes les réflexions qui sont soulevées et qui sont disséminées de manière encore une fois très subtile dans le texte. La plume est très efficace, elle est jolie, elle est rigolote, elle a tout ce qu'il faut pour accompagner à merveille l'histoire qui nous est présentée ici. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. C'est pas la lecture la plus marquante de ma vie, tu l'as compris. Mais c'était vraiment bien. Ensuite, on va passer sur un manga. J'ai lu donc le premier tome de Ajin de Tsuina Miura et Gamon Sakurai qui est édité ici chez Glénat et qui est traduit par Karine Rupp Stanko. Ajin, c'est un manga qui m'intriguait depuis un moment parce que déjà, je trouve que cette couverture est extrêmement cool. Mais ce premier tome m'a laissé un peu en demi-teinte, je lui ai mis un 2,5 sur 5, vraiment la moyenne. Mais je t'avoue, je suis pas emballée. On parle ici des Ajin, qui sont des espèces de créatures immortelles, très rares, dont on sait peu de choses mais qui fascinent le monde entier. Et puis très rapidement, on suit le jeune Kei qui meurt tragiquement devant son lycée d'un accident de voiture. Et alors que les gens accourent pour essayer de voir ce qu'il se passe, Kei se relève, il revient à la vie. Il comprend alors très rapidement ce qui est en train de se passer, c'est un Ajin et il doit s'enfuir. Puisqu'en fait, très vite, il se rend compte que on va tenter de le capturer, clairement pour le livrer aux autorités, mais dans quel but et à quelle fin? Et par peur de ce qu'il pourrait lui arriver alors qu'il ne sait même pas encore ce qu'il est réellement, et bah comme je te l'ai dit, il fuit. Alors là où j'ai eu un peu de mal à établir une note, j'ai mis un 2,5 parce que vraiment je note sur le plaisir. C'est parce que c'est un premier tome, c'est hyper introductif et c'est très difficile de se faire un avis sur un premier tome comme ça d'un manga quand on sait qu'il y en a beaucoup qui arrivent par la suite. Je t'ai dit, c'est intriguant mais je suis pas non plus emballée. Graphiquement, c'est pas forcément mon truc, c'est pas du tout moche.
Hein, vraiment, le dessin est vraiment pas laid, mais c'est relativement basique. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, à m'attacher au personnage, mais parce que c'est flou. Encore une fois, je te dis, c'est très difficile d'émettre un avis puisque c'est un premier tome. Mais toujours est-il que j'en ressors encore une fois mitigée. Après, j'ai le deuxième tome sous la main, je le lirai dans les prochains mois et je verrai si je continue ou si j'arrête cette série. Mais je suis quand même un petit peu curieuse. Ensuite, j'ai lu Ma cousine Rachel de ma reine Daphné du Maurier. Attention, je ne vais absolument pas être objective, je le sais. J'ai mis direct en finissant ce livre un 5 sur 5. En y repensant, c'est plutôt un 4,5. C'est pas le texte de Daphné du Maurier que j'ai préféré. Mais je prends un tel plaisir à me faire balader dans ces histoires que j'adore tout simplement. Je l'ai ici au livre de poche et il est traduit par Denise Van Mopes. On va pas se mentir, dans celui-ci, j'ai pas été complètement surprise, j'ai pas été retournée par l'intrigue. Globalement, on voit où on va, c'est pas, je te dis, c'est pas la plus grande des surprises, mais pourtant, je l'ai dévoré vraiment. La plume de Daphné du Maurier, elle est d'une efficacité redoutable sur moi. J'aime ses ambiances et j'aime ses descriptions, j'aime la façon qu'elle a de nous emmener à travers son récit. Donc oui, sur moi ça marche, encore une fois. Pour te placer l'histoire, ici, on fait la rencontre de Philippe qui vit avec son oncle Ambroise qu'il a élevé depuis l'enfance. Ambroise part en voyage, il va s'installer pour quelque temps en Italie. Et c'est dans une de ses lettres qu'il adresse à Philippe qu'il lui avoue qu'il a trouvé l'amour et qu'il va se marier. Cette nouvelle, elle, surprend complètement Philippe parce que ce n'est pas du tout le genre de son oncle. Ils ont toujours vécu entre hommes et surtout Ambroise a toujours tenu à ne pas se marier, a toujours tenu à son indépendance. Et cette nouvelle, elle lui ressemble donc tellement peu qu'elle bouleverse complètement Philippe. Et c'est pas tout parce qu'à partir de là, les lettres se font de plus en plus rares et de plus en plus étranges. On dirait qu'Ambroise cache des choses à Philippe. Il semble avoir du mal à exprimer certaines choses. Il a clairement l'air tourmenté. Et puis, il finit par lui envoyer une dernière lettre où il lui avoue qu'il pense que son épouse, la fameuse cousine Rachel, veut l'empoisonner. Ni une ni deux, Philippe prend ses affaires, il quitte l'Angleterre, il part en Italie pour voir ce qu'il se passe. Et c'est en arrivant qu'il apprend la terrible nouvelle. Ambroise est décédé et Rachel est partie. Il rentre alors en Angleterre et il jure pas juste de venger Philippe parce que c'est pas une question de vengeance, mais il se promet de faire éclater la vérité autour de la mort du coup d'Ambroise jusqu'à ce qu'un jour, la fameuse cousine Rachel arrive chez lui. On va revenir sur ce que je t'ai dit au début, mais pour moi, c'est pas le meilleur roman de Daphné du Maurier. Du moins, moi, ce n'est pas celui que j'ai préféré. Parce que c'est peut-être celui qui, pour moi, est le plus évident dans sa résolution, quoi. J'ai pas été surprise par les révélations. Maintenant, c'est tellement bien fait, c'est tellement efficace. Même si je l'ai trouvé moins angoissant, moins pesant que les autres, je l'ai dévoré, je te le dis. Encore une fois, j'ai passé un excellent moment. Même si j'ai pas été fan du personnage de Philippe, je trouve qu'il est un peu chiant. Il change d'avis toutes les 5 minutes. Il est extrêmement influençable. Il est en plus de ça immature. Vraiment, il m'a à des moments gonflé, mais ça n'a absolument pas entaché ma lecture. Et je te dis, si on parle purement de plaisir de lecture, bah on y est complètement quoi. Je l'ai dévoré. J'ai encore une fois passé un excellent moment avec Daphné du Maurier. Ensuite, je vais te parler d'un de mes très jolis coups de cœur de cette année, puisque j'ai mis à ce titre un 5 sur 5. Je pense que c'est pas une surprise. J'ai adoré le premier tome de Lightfall qui s'appelle La Dernière Flamme, qui est écrit par Tim Probert, édité chez Gallimard bande dessinée. C'est Gallimard Jeunesse, ça, non? Et je galère parce que je ne trouve pas le nom du traducteur ou de la traductrice. Genre, on nous dit, bah, Gallimard Jeunesse pour la traduction française. Oui, mais qui? Enfin bref, j'ai eu un coup de cœur pour ce graphique, tout simplement. On est ici dans un monde magique où vit Béa avec son grand-père, un cochon sorcier qui fabrique des potions magiques. Un jour, elle rentre chez elle après être allée chercher des petites plantes pour les potions de son grand-père et elle trouve un mot. Celui-ci est parti à la recherche de quelque chose. Mais à ce moment-là, Béa panique parce que son grand-père, il a des gros problèmes de mémoire et elle sait qu'il va se perdre. Elle doit alors affronter son anxiété pour partir à sa recherche. Et très rapidement, elle va tomber sur Cad, un drôle de personnage qui va décider de l'accompagner dans son aventure. C'est génial, j'ai absolument tout aimé de ce premier tome. J'ai aimé l'histoire dans laquelle on est directement embarqué. Quand j'ai refermé ce premier tome, je n'avais qu'une envie, c'était de me ruer sur le deuxième. L'univers est génial, en même temps c'est mystérieux ce qu'il faut.
parce qu'on a envie de savoir où est passé son grand-père et quelle est cette dernière flamme qu'il a confiée à Béa. Est-ce qu'elle ne serait pas plus spéciale que ce qu'on pense? Il y a de l'action ce qu'il faut, il y a de la mise en place d'univers et de la construction de personnages ce qu'il faut, c'est un équilibre qui est juste parfait. Et on a ici tous les éléments qui font une excellente fantaisie. On a des créatures, de la magie, une prophétie, il y a cette idée, on sait qu'on va rentrer dans une quête initiatique, il y a aussi un petit peu de bagarre, il y a tout. Les ingrédients. Vraiment, c'est une pépite, tout simplement. Ne regarde pas trop Mafia qui arrête pas de faire des allers-retours, je sais pas... Ok. Cad est un personnage absolument génial, il est complètement loufoque, il est extrêmement bizarre, il est super rigolo et il est tellement touchant, plus on en apprend sur lui, plus on a envie de l'aimer. Béa est une petite fille, pareil, absolument adorable. J'adore le traitement ici de l'anxiété. Comment Tim Probert a réussi à rendre visuellement ce que peut être une attaque de panique. Alors bien évidemment, il y a autant de manifestations de l'angoisse qu'il y a de personnes anxieuses, mais je trouve que c'est très intelligemment fait. Moi, je suis très sensible à la manière dont est traitée l'anxiété dans la littérature et d'autant plus dans la littérature jeunesse. Parce que je t'en ai déjà parlé brièvement, mais je t'ai dit, l'anxiété et moi, on est comme as depuis l'enfance, vraiment une de mes meilleures copines. Énorme bon point pour la manière dont c'est proposé ici. Vraiment, c'est très très bien fait. Graphiquement, parce qu'il faut en parler, dès la première page, on est conquis par l'univers graphique. C'est beau, mais alors c'est d'une beauté. C'est beau, c'est doux, c'est magique, vraiment, tu l'as compris. Moi, c'est un très très beau coup de cœur pour Lightfall. Et je ne vois pas comment on peut ne pas tomber sous le charme de ce graphique. Et je te dis, ne serait-ce que visuellement, dès les premières pages, c'est une pépite. J'arrêtais pas de le voir passer sur la chaîne de Cecilia, donc Jurassic Jones. Et vraiment, mais heureusement qu'elle n'a pas arrêté d'en parler parce que du coup, je viens de lire une pépite. Ensuite, j'ai lu ce Bad Boy qui n'est autre que Diamant de Vincent Tassi qui est édité ici chez Mnemos. Ce texte, je lui trouve plein de qualités, mais malgré ça, moi, j'ai pas été touchée. C'est pour ça que je lui ai mis, je crois, genre 3,7 sur 5. Parce que c'est honnêtement une lecture étrange. Une bonne lecture, mais étrange. J'étais hyper intriguée par Vincent Tassi, par l'image un petit peu que j'en avais de cet écrivain de fantaisie gothique, et j'ai été globalement servie. J'aurais beaucoup de mal à t'en faire un résumé, donc je vais te lire celui qui est écrit sur la 4e de couve parce que moi je n'en savais pas plus, et je trouve que le résumé à lui seul ne dit rien, mais dit suffisamment du style, de l'ambiance et de ce à quoi s'attendre dans ce texte, donc je vais te le lire. D'un hiver sans fin naît l'espoir d'un printemps radieux. L'or ailé de la cité immortelle est descendu des cieux. Seigneur ou roturier, lequel deviendra son suivant, serviteur, conseiller dévoué ou confident. Dans le labyrinthe d'étranges, il devra le guider du royaume des ronces aux brumes emplies de danger. De l'hiver au printemps, de l'obscurité à la lumière, percerez-vous les secrets de l'or ailé venu sur terre. Dans ce texte, on parle de prophétie, de royaume, de complot politique, de quête de pouvoir, mais aussi de quête de sens. Et pour être très honnête avec toi, pendant un long moment, j'ai pas tout compris. Et c'est voulu, hein, enfin je veux dire, les personnages comprennent pas non plus, hein, mais je ne comprenais pas ce que l'or ailé venait faire, je comprenais pas bien l'univers de toute façon dans lequel on était. Je lisais quelque chose de très étrange, mais pas du tout, c'est pas du tout péjoratif hein, quand je dis étrange, mais j'ai trouvé ce texte très vaporeux. C'est onirique. J'ai presque envie de dire c'est chimérique et c'est dans tout ça peu palpable. Pour moi, Diamant, c'est une jolie fumée qu'on observe, qu'on prend plaisir à regarder se mouvoir, mais qu'on ne peut pas saisir. Très honnêtement, moi je suis pas du tout rentrée dedans. J'ai été très extérieure et je te dis, j'ai eu l'impression de regarder une espèce de conte glacial. J'ai eu l'impression de regarder une vieille fable de très très loin. C'est beau, la plume est vraiment très belle, elle est poétique, elle a un côté... c'est un peu de la dentelle, cette plume. Et du coup, en fait, moi, j'étais pas du tout impliquée dans le récit parce que je trouve que c'est un texte très froid. Et en fait, Diamant, pour moi, c'est ça, c'est une beauté froide. En plus de ça, les personnages ne semblent pas du tout réels. Et alors, là aussi, c'est absolument pas un point négatif parce que c'est voulu. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce de détachement volontaire. Je sais pas comment dire, mais je trouve ça très cohérent avec l'histoire. Je te dis, tout ce côté un peu froid, un peu distant, très mystérieux. Mais je te dis, encore une fois, c'est tout à fait cohérent. Ça ne m'a pas dérangé que les personnages ne semblent pas réels. Moi, je les ai un peu plus ressentis comme des créatures un peu mystiques. L'univers, quant à lui, est franchement original. L'histoire aussi, c'est très bien mené. Vraiment, je ne vois pas de défaut, en fait, dans ce texte. Il est absolument ce qu'il promet être. Donc, bah oui,
c'est très cohérent encore une fois. J'ai beaucoup aimé le gros décalage qu'il y a entre la dureté de ce qu'il se passe, la noirceur des événements et le côté très... Ouais, je te dis, moi j'ai imaginé tout ce récit blanc. Enfin, du moins, moi je l'ai trouvé en totale adéquation avec ce que j'en attendais, mais justement, tout ça a fait que moi personnellement, ça ne m'a absolument pas touchée, alors que je pense que ça aurait pu. Il y a des moments... Il y a des moments qui sont vraiment très beaux, mais j'en étais tellement détachée que je te dis, je regardais ça de très loin. J'admirais une très jolie sculpture, mais très froide. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop décousu comme avis. Pour finir, et on va très brièvement passer dessus, j'ai lu le 7e tome de L'Enfant et le Maudit de Nagabe, qui est édité ici chez Komiku et qui est traduit par Fédois Lamodière. Sans surprise, là pareil, j'ai mis un 4,5 ou un 5 sur 5. Je suis absolument amoureuse de L'Enfant et le Maudit. Je t'en ai parlé ici à de nombreuses reprises. C'est pour ça qu'on va passer assez vite dessus parce que c'est juste une suite et j'ai pas envie de toujours me répéter sur ce manga qui est un énorme coup de cœur pour moi. Brièvement, on est dans ce monde qui est divisé en deux. Il y a l'intérieur où vivent les humains et l'extérieur où vivent des espèces de créatures monstrueuses qui ont été contaminées par une malédiction. On sait très peu de choses sur ces créatures, si ce n'est que si elles nous touchent, on est instantanément contaminé. Pour autant, une petite fille vit dans ce monde extérieur. Elle a été recueillie par un de ces monstres qui se fait appeler le professeur et qui l'élève, du moins prend soin d'elle du mieux qu'il peut. C'est une suite. Je suis à un peu plus de la moitié parce qu'il me semble qu'il y a 11 tomes. Je prends mon temps pour les lire parce que vraiment, j'ai pas envie de finir, j'ai envie de m'en délecter. Donc j'en lis vraiment de temps en temps, mais j'adore ce texte. J'adore là aussi quand on parlait de contraste dans Diamant, ici on est complètement dedans aussi parce qu'on a un tel contraste justement entre ce qui se passe, c'est sombre, c'est noir, c'est grave. On comprend pas vraiment ce qui arrive, même graphiquement, il y a un côté très sombre. On parle quand même d'une malédiction, de gens qui perdent leurs proches, de cette petite fille qui ne sait pas où sont ses proches à elle. Pour moi, c'est un conte, hein, L'Enfant et le Maudit, on comprend pas vraiment tout. C'est là aussi très flou, mais un flou qui pour le coup me parle beaucoup plus que ce n'était le cas dans Diamant. C'est sombre, c'est noir et à la fois c'est tellement doux. La relation qu'ont du coup le professeur que tu vois là et la petite Shiva est un bonheur à voir. Ils ont une telle affection l'un pour l'autre, un tel respect, ils essayent l'un comme l'autre de tellement bien faire. C'est hyper touchant. Moi j'adore cette lecture. Et puis je te dis, il y a ce lien entre eux qui est très beau à voir et il y a tout ce qui se dessine derrière où on se demande ce qui est en train de se passer parce qu'on se doute que Shiva est particulière. Et je sais pas, juste j'adore cette lecture. Et alors graphiquement, c'est une claque. À chaque page, chaque planche est absolument sublime. Le dessin de Nagabe, à mon sens, est un bijou, vraiment. Et tous ces éléments en font une excellente lecture. Je suis encore ravie d'avoir lu ce tome. J'ai hâte de lire les suivants, mais comme je te dis, je prends mon temps parce que j'ai pas envie que ça se finisse trop tôt. Je te l'ai dit plusieurs fois, L'Enfant et le Maudit, c'est vraiment un de mes mangas préférés. Et bah écoute, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as lu certains de ces livres comme d'habitude, ce que tu en as pensé. Moi pour ma part, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi.